Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour cette émission enregistrée le 12 novembre 2014. Alors c'est une émission tout à fait singulière que je vais vous proposer aujourd'hui, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous allons avoir une conversation par téléphone avec un pays où, hélas, les autorités ont toujours voulu effacer le passé juif. Ce pays, c'est l'Algérie. Ce n'est pas la première fois que je réalise une interview avec un invité vivant là-bas, mais c'est suffisamment rare pour être souligné. Ensuite, c'est une émission où on parlera de la Kabylie. Ce n'est pas la première fois non plus que j'évoque cette fière région. La dernière fois, c'était avec M. Yazid Abid, un leader autonomiste kabyle. Mais je dois dire que je le fais toujours avec plaisir parce que c'est la province d'Algérie d'où je reçois le plus grand nombre de messages d'amitié sur mon réseau Facebook. Et c'est aussi grâce à ce réseau que j'ai fait la connaissance de Djibril Dao qui m'a envoyé son livre il y a quelques mois. Bonjour Djibril. Bonjour Jean. Bonjour, vous m'entendez bien ? Absolument, oui. Parfait. Alors Djibril Dao, je dois d'abord vous dire combien j'ai été heureusement surpris en découvrant votre biographie grâce au livre. Nous avons le même âge, vous êtes ingénieur chimiste de formation, vous aussi, et nous partageons une passion pour la littérature. Vous êtes retraité aujourd'hui et vous avez voulu partager grâce à un roman tout ce que vous avez enregistré sur la société qui vous entoure dans les montagnes de la Kabylie où vous vivez. Et il faut tout de suite saluer la précision, la qualité du style de votre premier livre, publié aux éditions Franco-Berbère. Et c'est là la dernière originalité de cette interview, votre ouvrage dont je donne enfin le nom, Taos, l'extraordinaire destin d'une juive kabyle, eh bien, il raconte l'histoire, imaginaire ou non, on va en parler, d'une juive qui a vécu là-bas au siècle dernier, alors même que l'Algérie a vu partir quasiment toute cette diaspora. Alors, une première série de questions. Djibril Dao, vous aviez donc une dizaine d'années au moment de l'indépendance, lorsque tous les non-musulmans quasiment sont partis. Or, vous décrivez avec une grande précision les rituels juifs, les fêtes, les modes de vie d'antan. Est-ce que vous aviez rencontré des juifs ? Bonjour Jean, bonjour à vos auditeurs, en espérant que parmi eux, il y a des amis qui écoutent. Oui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre invitation et de l'intérêt que vous portez à mon roman qui véhicule, en cette période trouble, un message de paix émanant des musulmans. Tout à fait. Moi aussi, je suis agréablement surpris de vous savoir de ma génération. En 68, bien que nous n'avions que 17 ans, nous nous comportions comme des jeunes adultes responsables. Je suis également agréablement surpris d'apprendre que vous avez interviewé Yazid Abid, le vice-président du gouvernement kabyle en exil. Tout à fait. Ce charmant garçon est non seulement de ma région, mais de ma tribu et de mon village. Extraordinaire. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans, au décès de sa mère. Alors, Djibril, nous n'avons pas beaucoup de temps pour revenir à ma question. Est-ce que vous avez rencontré des juifs dans votre jeunesse ? Oui, pour répondre à votre question, sur mon âge de l'indépendance, en effet, j'avais 11 ans, et donc trop jeune pour connaître les us et coutumes des juifs algériens. Toutefois, j'ai beaucoup consulté et écouté les personnes qui les avaient fréquentés. D'accord. Alors, dans votre ouvrage, justement, page 125, vous évoquez le quartier Karaman, à Béjaïa, qui s'appelait Bougie à l'époque coloniale, un quartier où vivaient des juifs. Vous décrivez d'ailleurs une belle synagogue abandonnée qui est devenue une école. Mais dans dans les douars de la montagne, ce village d'Aït Seta, où se déroule une partie de l'action, il n'y avait pas d'échange avec les juifs. Ils ne vivaient pas dans les montagnes. Ben non, dans les montagnes, bien entendu qu'il n'y avait pas de juifs. Il n'y avait aucun intérêt à ce qu'il y ait des juifs. Vous savez que les juifs sont de nature commerçants. Ils vivaient dans les villes. Voilà. Dans les villes, bien entendu. Tout à fait. Toutefois, mes parents ont connu des juifs, des colporteurs de toute nature, qui venaient écouler leurs marchandises dans les zones reculées montagneuses. D'accord. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, cette histoire de Taos, donc de ses parents et grands-parents qui ont traversé le XXe siècle et donc en se cachant en fait comme juifs. Est-ce que c'est totalement imaginaire ou bien est-ce qu'il y a une part de vérité, une vraie histoire derrière ? Ben oui, bien sûr qu'il y a une part d'histoire derrière. Bien sûr que c'est vraisemblable, c'est une histoire vraisemblable.
évidemment, à travers les siècles, le brassage a eu le temps de se faire. Oui, c'est une histoire qui a existé, oui. D'accord. Exact. Alors, dans les 2 premiers chapitres, hein, vous faites découvrir, en fait, j'ai pensé à un film, hein, parce que les personnages qui vont faire partie des héros de cette saga, il y a Taos, hein, qui, au début du roman, donc elle a la soixantaine, elle a un fils unique, Adel, qui suit des études pour devenir imam. Alors, c'est une couturière renommée, elle fait partie des Hajjet, hein, les saintes pèlerines, auprès de qui tout le monde prend conseil. Bon, et tout le monde la prend pour une musulmane, vous dites tout de suite que c'est une juive, mais on va apprendre ensuite pourquoi c'est une juive. Et puis vous évoquez Mohand, qui porte, lui, un prénom tout à fait kabyle, qui est son père. Vous décrivez qu'il était colporteur, lui aussi, hein, il vend de l'huile. Il se promène... Oui, de l'huile d'olive, c'est un métier qui a existé dans le passé. Voilà, et ça existait... Vous savez que la Kabylie est une région productrice d'huile d'olive et de fruits secs. Mais... donc, c'est un métier qui a réellement existé, qu'il y avait des colporteurs kabyles qui se déplaçaient à travers tout le territoire de l'Algérie coloniale. Et alors, et c'était assez courageux, parce que vous racontez, c'est une caravane de mulets, il est tout seul avec son fusil, et puis il risque de se faire attaquer. Ben oui, ça se passait comme ça. Vous savez que, notamment après la Grande Guerre, il y avait une grande famille qui avait sévi en Algérie, et il y avait des bandits de grand chemin. Donc, les gens se protégeaient comme ils pouvaient. Et Mohamed avait un fusil, effectivement, avec lequel... il se protégeait. Voilà. Alors, avant de retrouver donc Mohand, on va s'arrêter maintenant donc sur les pages 32 à 46, parce que là, finalement, c'est de là que va découler tout le roman. Hein. Nous sommes à Gardaïa. Gardaïa, oui. Voilà, Gardaïa qui est aux confins du Sahara, dans le Mzab, au début du siècle dernier. On parcourt, et là, je dois dire, c'est encore une fois les scènes d'un film muet, parce qu'on découvre, avec une grande précision, une population berbère à la religion particulière, ce sont les Mozabites ibadites. Ibadites, oui. Voilà. Et une population juive qui est à la fois la seule tolérée dans la région et la seule du pays à ne pas avoir été naturalisée française par le décret Crémieux. Est-ce que vous pourriez décrire en quelques minutes, et on me fait signe que la pause publicitaire approche, finalement, ces 2 communautés, est-ce qu'elles avaient des liens ou est-ce qu'il y avait des barrières qui les séparaient ? Il y avait des barrières qui les séparaient, oui, des barrières psychologiques. Vous savez, les Mozabites sont de nature austère. Ils se comportaient de la même manière avec tout le monde, aussi bien avec et avec leurs partenaires qui venaient du Sahel. C'était toujours le cas. C'était donc une communauté qui était renfermée sur elle-même. Très fermée. Très fermée, exact. C'est toujours le cas d'ailleurs. Hein. Et elle tolérait... Avec les éléments qui en ce moment. Oui. Elle tolérait quand même une population juive à ses côtés. Alors chacun avait ses activités. Selon certaines histoires, ce sont les Mozabites eux-mêmes qui les ont fait venir de Djerba. Ah bon? Au milieu du XIIe siècle, du XIIe siècle. Ah oui, c'est très ancien. C'est dire l'ancienneté de la communauté juive. Hein. Tout à fait. Donc, c'était les Mozabites qui les avaient fait venir de Djerba en Tunisie pour exercer des métiers interdits par l'islam à ses adeptes, tels que la forge, l'orfèvrerie, etc. D'accord. Un peu, effectivement, comme à Djerba, où les Juifs ont une tradition de bijoutier, finalement. De travail métaux précieux. Voilà. Tout à fait. Alors, tout le roman va partir de l'amour singulier et indestructible de 2 enfants de Gardaïa, qui sont Mansour le musulman et Soltana la juive. Et ils vont être rejetés par les 2 communautés. Ils vont décider quand même de se marier. C'est un drame pour les 2 familles. Hein. Vous dites d'ailleurs que le père de Soltana la juive va mourir de désespoir. Est-ce que des histoires pareilles ont existé en Algérie, c'est-à-dire finalement des mariages mixtes, parce que j'imagine qu'il y avait des rejets aussi bien côté juif que côté musulman. Mais vous savez, Jean, l'Algérie, la terre d'Algérie, d'ailleurs comme nulle part ailleurs, c'est en Algérie que le judaïsme est le plus séculaire. Il ne faut pas oublier que les premiers juifs sont arrivés dans ce pays qui s'appelait Numidie 5 siècles avant Jésus. C'est très important de rappeler. C'est dire leur ancienneté. Tout à fait. Et il ne faut pas surtout oublier que la première religion monothéiste des Berbères, c'était le judaïsme.
C'est très important Donc, de le rappeler à aussi. travers les siècles, le brassage a eu le temps de se faire. Et en Bien particulier... sûr qu'il y a eu. Oui, Eh ben, dans les villes, dans la région de Ouled Naïel, où il y avait beaucoup de troubadours, la région de Ouled Naïel, c'est du côté de Boussaada, au sud algérien. Hein. tout à fait. Alors, on va pas raconter tous les détours du roman, mais il faut que les auditeurs achètent votre ouvrage. Hein. Je rappellerai le titre en fin d'émission. Je vais donner quand même quelques repères hein, pour donner la filiation des personnages. Et vous avez eu, Djibril, je crois, une astuce, c'est que vous avez imaginé qu'à chaque génération naîtrait une fille unique. Or, dans le judaïsme, la religion se transmet par la mère. Oui, et à la fin, j'ai terminé avec un homme Voilà. qui, de surcroît, était imam. Alors, Ça, c'est extraordinaire. Effectivement, à un moment donné... oui, cette fille... oui, c'est extraordinaire. Cette fille... Oui, à la suite, sur la suite du roman, il y a certainement des déceptions, hein, des gens qui sont restés sur leur faim. Voilà. Mais je dois préciser que mon roman n'est que l'introduction d'une longue saga. Ah, alors ça c'est important de le dire. Alors on va recommencer, on va partir du commencement, hein, Djibril. Donc au départ, Mansour le musulman et Sultana la juive, originaire de Galdaïa dans le Mzab, ont une fille qui s'appelle Messaouda. À l'occasion, exact. Voilà, ils s'installent près d'Alger. À l'occasion d'un voyage commercial à Alger, Mohand, hein, dont on a parlé, donc le colporteur kabyle, va tomber amoureux de Messaouda. Il va l'épouser Exact. et il va l'amener chez lui en Kabylie. En Kabylie. Voilà, Messaouda va avoir ensuite une fille. Et d'ailleurs, vous dites page 64, c'est un non-événement. Pas de you-you, pas de coup de feu. Oui, voilà. Une fille qui naissait en Kabylie était un non-événement. Oui. Voilà, mais je peux vous rassurer, dans ma communauté également en Tunisie, c'était un peu pareil. Hein, il y avait beaucoup plus de fêtes quand c'était la naissance malheureusement d'un garçon que d'une fille. Hein, c'était très courant en Afrique du Nord. Voilà. Bon. Cette fille va s'appeler Taos, ce qui veut dire le pan en langue berbère. Le pan, oui. Voilà. Et toute cette descendance pourrait être considérée comme juive, seulement Taos ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Elle va l'apprendre que sur le tard, comme sa mère, Messaouda. Est-ce que vous pouvez raconter en quelles circonstances et quelle va être à ce moment-là sa réaction? Il faut d'abord revenir à sa mère. Il faut d'abord revenir à Messaouda. Oui. Donc, Mansour et Sultana, déjà que leur vie était compliquée, ne voulaient pas ajouter de la complication à celle de leur fille. Oui. Aussi, il lui avait caché sa judaïté. Voilà. Mais quand Mohand, le mari de Messaouda, mourut sur la route d'Oran, et donc Sultana a avoué tout à sa fille. Voilà, et au moment des obsèques, effectivement, du malheureux, et là, c'est ça qui est très touchant, c'est comment finalement avoir le rite de deuil, qui est un petit peu différent chez les juifs et les musulmans, et comment... Voilà, vous le racontez. Je le raconte dans la mort de Mansour. Voilà, du grand-père. Je le raconte dans la mort de Mansour. Oui, la complication, je l'ai expliqué dans mon livre. La complication. Voilà, de ceux qui sont venus. Oui, je vous écoute. Non, de se cacher, simplement de se cacher, c'est-à-dire pour la fin des 7 jours, effectivement, elles vont aller au cimetière, mais en cachette de leurs voisins musulmans, finalement. Exactement, oui. Voilà. Alors. Et dans ce deuil juif, Jean, dans ce deuil juif que je raconte, il s'agit donc de la coutume mozabite, des juifs de Gardaïa. Oui, qui est un peu spécial. Oui. Je dois dire à ceux qui nous écoutent que les coutumes des juifs de Gardaïa et les coutumes des juifs du Tel étaient très différentes. D'accord. Bon, je ne l'ai pas, par exemple, écrit dans mon livre, mais les juifs de Gardaïa, ils faisaient la circoncision à leurs enfants à 3 ans et 4 ans, et non pas le 8e jour, par exemple. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial. C'est plutôt. C'est spécial, exactement. Ça ressemblait plus aux musulmans. Alors, à partir du moment où Taos a eu la révélation de sa judéité, elle va faire des efforts dans le livre extraordinaires pour pratiquer des rudiments de judaïsme. Officiellement, elle est musulmane. Oui. Elle n'a pas de calendrier hébraïque, mais elle s'arrange pour célébrer les fêtes. Par exemple, Pessah tombe à peu près au même moment que la fête kabyle du Tafsout.
Donc, elle va Ensuite, préparer des plats particuliers. Elle va bien sûr nettoyer complètement sa demeure. Il y a aussi les plats traditionnels pour les Shabbats, comme la dafina. Et alors, elle dit à son fils Adel, qui est un étudiant en théologie, qui va devenir un imam. Et d'ailleurs, on n'a pas dit, mais le mari de Taos est un shahid, c'est-à-dire qu'il est mort pendant la guerre d'indépendance, en bon patriote algérien. Donc, le fils ne se doute absolument pas que lui aussi est d'origine juive, mais voilà, il ne le saura pas, il va simplement voir sa mère qui pratique des coutumes. Alors justement, cette fin qui est une chute, qui nous laisse un petit peu un peu déçus. Pourquoi vous avez choisi ça? Que Adel, finalement, va traverser tous les événements, la guerre civile en Algérie dans les années 90, et finalement il vient en France. Parce que vous préparez une suite pour la France. Ah oui, la suite elle est très intéressante. Il faudra que vos auditeurs sachent que la suite, dans le judaïsme, la judaïté se transmet par la fille. Oui. Et l'imam qui est juif et qui ne le sait pas, donc n'a plus aucun avenir en Algérie. D'accord. Vous savez que, il n'y a plus de juifs en Algérie, donc il n'avait plus aucun avenir en Algérie. Et c'est pour cette raison que je l'ai fait partir en France. D'accord. Et là, effectivement, on aura peut-être plus grande possibilité d'avoir des rebondissements, finalement. Puisque, effectivement, il va retrouver sans beaucoup de rebondissements, beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, beaucoup de larmes, etc. D'accord. Alors, vous n'évoquez l'histoire récente que par petites touches, c'est comme un décor de fond. Juste une question, si vous pouvez répondre rapidement. Quelle était la manière traditionnelle de pratiquer la religion musulmane chez les Kabyles? Est-ce qu'ils avaient conservé des rites païens? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec la pression des islamistes, avec l'arabisation très, très forte, votre région a beaucoup changé dans le fond? Oui, beaucoup, énormément. La Kabylie, comme le reste de l'Algérie, donc a subi les soubresauts de l'islamisme. Et malheureusement, nous avons perdu beaucoup de repères de nos sites donc païens. Beaucoup. Par exemple, on faisait le Zia. Le Zia, donc c'est un culte chaque année pendant les labours, avant les labours. Donc on égorgeait des bovins dans le mausolée local. Bien que c'était irreligieux, mais c'était donc une manière de rassembler, c'était des moments de partage. Voilà, et c'est mal vu maintenant, c'est mal vu de le faire, il y a une grande pression finalement. Ils disent que c'est irreligieux, donc ils l'ont carrément interdit. D'accord. Alors, une toute dernière question avant de nous quitter, Djibril Dao. D'abord, je rappelle donc le titre de votre livre qui est assez extraordinaire. Donc, Taos, l'extraordinaire destin d'une juive kabyle, qui est publié aux éditions franco-berbères. Donc, vous vivez donc en Kabylie, et la Kabylie était le théâtre de l'horrible assassinat qui a été filmé d'Hervé Gourdel, guide de montagne, venu faire de la randonnée dans votre région. Bon, il semble que les autorités aient identifié le maquis djihadiste présent dans votre région. Est-ce que l'insécurité est pesante en Kabylie actuellement? Écoutez, l'insécurité n'est pas aussi pesante telle qu'elle est perçue de l'extérieur. Malheureusement, l'équipée d'Hervé Gourdel comportait un risque certain, car elle avait eu pour théâtre une zone montagneuse, isolée, réputée pour abriter des terroristes. D'accord, donc c'était vraiment imprudent d'y aller. Les accompagnateurs d'Hervé Gourdel, oui, c'était prudent d'y aller. Les accompagnateurs d'Hervé Gourdel, les accompagnateurs d'Hervé Gourdel avaient sous-estimé le risque, ce qui a été malheureusement fatal pour le guide de montagne. Voilà. Et dernière question, malheureusement, il y a eu des rumeurs complotistes contre les Kabyles, contre les autonomistes. Il y a eu par exemple Louisa Hanoun du Parti des travailleurs algériens qui a dit que c'est un complot pour nuire à l'Algérie avec les autonomistes kabyles qui sont responsables. Qu'est-ce que vous lui répondez à Louisa Hanoun? Je répondrai aux accusations de Louisa Hanoun incriminant le MAC. Donc, oui, tout à fait. Celui-ci a déjà répondu avec beaucoup de pertinence. Tout à fait. Donc, qu'on soit pour ou contre les idées du mouvement de l'autonomie kabyle, il serait malhonnête de ne pas reconnaître le caractère laïque et pacifique du mouvement. Tout à fait. Et je dois vous dire que personne ici en Algérie ne donne crédit à une allégation émanant d'une pique-assiette.
qui nous Bon. a par ailleurs habitués à ce genre de sortie et qui de surcroît ne représente qu'elle-même. Bon, bah c'est important de le dire. Tout le monde sait que Louisa Hanoun est au service du pouvoir. Hein. Voilà. Elle est employée par le pouvoir. Son rôle au sein du système est celui d'agiter à chaque événement le chiffon de l'intervention occidentale contre le pays. Voilà, et on accuse toujours, alors on peut accuser la France, on peut accuser les Juifs, on peut accuser les sionistes. Hein, On accuse tout le monde là, bien Voilà, sûr, pour voilà. se tenir au pouvoir, on accuse tout le monde. Hein. Voilà, mais moi je dois quand même rappeler tous les hommages qui ont été donnés à Hervé Gourdel en France. Alors pas uniquement bien sûr des Algériens ou des Kabyles. En France et en Kabylie. Hein. Voilà, et il y a eu en particulier une manifestation de Kabyles, c'était au Trocadéro, pour rendre hommage à Hervé Gourdel. Et c'était très 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 touchant parce que c'est vraiment une victime innocente de barbares. Exact, oui. Et voilà. Et vous savez, Djibril, que cette émission, comme toute cette série, c'est surtout de ne pas faire d'amalgame, de ne pas accuser des populations et de ne pas noircir finalement tous ces gens qui nous écoutent et qui nous font l'honneur de leur amitié de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, vous savez, les terroristes, c'est une poignée, ils sont à peine une quarantaine. Hein. Voilà. Donc selon les estimations, le groupe qui a séquestré et assassiné Hervé Gourdel est un groupe d'une quarantaine de personnes, comparé aux millions de Kabyles. Voilà, c'est important de le dire. Et en plus, ce groupe terroriste n'est pas d'origine kabyle. Voilà. On arrive malheureusement donc à la fin de cette émission. Merci Djibril d'avoir été notre invité. Merci Jean à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci amis auditeurs donc de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine émission. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.